C'est déjà très tôt le matin, mais vous constatez cette affluence ici à cet endroit mythique. Et oui, quand vous voyez ce rond-point et surtout tous ces véhicules très tôt le matin et même le décor en arrière-plan, vous comprenez aisément que nous sommes à Yopougon. Nous sommes au carrefour Siporex. Et oui, c'est un carrefour emblématique et qui n'est pas encore passé ici à Siporex pour entrer dans Yopougon, en passant bien sûr par le deuxième pont. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur et ce Matin Bonheur vous réveille dans la belle et bouillante commune de Yopougon. Bonjour Alix au studio, on se retrouve dans quelques instants et bien sûr, on sera à l'intérieur de Yopougon. Bonjour, effectivement à vous, Angeval, du côté de Poy, comme on a l'habitude de dire. Et un autre lundi matin à vivre sur la terre des hommes, avec son lot d'opportunités à saisir. Et cela s'obtient dès l'aurore. Alors, Jean du matin, bienvenue à notre rassemblement pour un beau partage tout agréable. Allez, on s'installe avec la couleur du temps et je vous retrouve dans quelques instants. Anya yɛrɛ kɔlɔsi ni wagati na ni coronavirus ye an y'an yɛrɛ tanga k'an sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ an ye nin lamɛn ka ɲɛ k'an jogow yɛlɛma nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya minisiriso yɔrɔ min bɛ an ya kɛnɛyako kunna ani duniya tɔnba min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye OMS ye k'i tɛgɛ ko ka ɲɛ ni ji saniyani ye ani safinɛ walima safinɛ ji. N'i bɛ fɛ ka tuso walima ka sɔgɔsɔgɔ i jija musɔrɔni ye k'i bolo i bɛ sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ walima ka tuso k'a lafili kɔfɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka foli kɛ an y'o dabila an ye a tu dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an y'an yɛrɛ tanga ka sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya gouvernement yɔrɔ. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du district d'Abidjan, vous êtes invités à vous présenter dans les différents centres de vaccination des casernes, des forces de défense et de sécurité pour vous faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Le virus circule toujours et pour se protéger contre la maladie, faites-vous vacciner pour vous protéger et protéger les populations. Forces de défense et de sécurité, ensemble, respectons les gestes barrières même après la vaccination. Pour plus d'informations, appelez le 101 119 143. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est un phénomène qui gangrène nos économies. Le procureur militaire Ange Kessi met en garde contre la corruption. Il a échangé avec la police au sujet des rafles inappropriées suivies de rackets et des actes de bavure dus à la mauvaise manipulation des armes. Logoretti à Boussanogo. Le contre-amiral Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement à l'école de police d'Abidjan pour des échanges avec les fonctionnaires de police. Au centre de leur discussion, le phénomène du racket, les méthodes et conditions des rafles. Ange Kessi Kwame les a exhortés à être des modèles pour la population. Nous avons donné des conditions, des mesures draconiennes pour que désormais les rafles soient bien encadrés. Parce que nous ne sommes pas contre les rafles, mais ce sont les méthodes des rafles que le parquet militaire n'aime pas du tout. Les rafles ont des exigences. Par exemple, vous avez reçu des mandats d'un juge civil qui vous demande de rechercher un individu. Vous êtes dans le cadre d'une procédure d'enquête où un individu doit être recherché, donc il faut savoir son identité. Vous êtes également dans un cas de couvre-feu où les rafles sont autorisées, ou vous êtes dans un cas où une personne vient de commettre une infraction et s'est réfugiée dans un quartier où il faut procéder à des rafles pour pouvoir le rechercher. Voici les 4 conditions des rafles. Mais dans un pays de droit, dans un pays de paix comme la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque quartier ou à chaque 10 mètres, on fasse des rafles, quelle que soit l'heure. Cette rencontre fait suite à des échos de corruption signalés. Le procureur militaire compte à cet effet mettre en place un dispositif. Celui qui sera pris en train de rafler et en retour prendre de l'argent, parce que nous avons infiltré ces services qui font ça. Nous allons les infiltrer pour avoir des preuves. Et si nous avons pris un seul policier qui a commis cette infraction-là, nous serons sans laxisme et nous serons intraitables. Également, il faut respecter la police. Ange Kessi Kwame n'a pas manqué de féliciter le travail de certains et inviter la police à plus d'entraînement et de formation au maniement des armes à l'effet d'éviter les cas de bavure.
L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, commémorée ce dimanche, la fête de Rameau, a été célébrée par les chrétiens catholiques. C'est une fête qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Franck Quadio s'est rendu dans la commune de Cocody et Adjamé. Suivant. 7 jours avant la Pâque, le monde chrétien célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa passion. Dans cette paroisse à Cocody, les fidèles se procurent les rameaux. Cette commémoration a une signification particulière. Nous avons cette possibilité de célébrer Jésus dans toute sa splendeur et tout ça. Et cette fête aussi marque le début de la semaine. C'est donc raison pour laquelle nous sommes venus aussi nombreux pour la célébrer. Triomphante entrée dans le temple, comme pour illustrer le symbole. C'est la bénédiction des rameaux et les fidèles se tournent vers l'entrée de la paroisse pour la vivre en communion. C'est une caractéristique dans toutes les paroisses. À Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Goff, le Père Coussan relève cette célébration des rameaux comme l'expression de l'ambivalence du caractère humain que même le Christ a été obligé de subir. En nous, il y a des aspirations, mais en même temps, Jésus ne vient pas forcément comme nous le voulons. Et parfois, cela crée en nous des frustrations, cela crée en nous des infidélités. Donc ce sont nos infidélités en réalité qui sont des crucifixions. Voilà pourquoi cette célébration doit nous replonger dans ce qui s'est passé pour nous aider à mieux comprendre, pour prendre les dispositions pour ne plus que ça se répète. Grâce à Dieu d'avoir rassemblé tous ces enfants en cette occasion. Et c'est une joie qui nous conduit vers la Pâque, qui sera vraiment une Pâque de résurrection pour tout le peuple. Moment festif, mais aussi un moment de recueillement. Au temple méthodiste uni Jérusalem d'Adjamé 220 logements, cette journée de dimanche est une journée inédite. Nous vivons dans un monde bouleversé, un monde où nous ne savons à quoi nous en tenir compte tenu des souffrances, des calamités, de tous les fléaux. Aujourd'hui, particulièrement, je pourrais parler de la Covid qui est une maladie dont personne ne sait la provenance. Et nous sommes en train de chercher, de crier seulement à Dieu pour nous délivrer de cela. Notons-le, le dimanche des rameaux, connu dans le sud de la France comme le dimanche des palmes, est un rite accompli dans l'église romaine depuis le IVe siècle. Dans les églises réformées, cette célébration est liée à la confirmation des catéchumènes ou aspirants au baptême et à la confirmation. Voilà, c'est ici que prend fin ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Merci infiniment Régis Kofi, bonjour à vous et bon début de semaine. On se reverra dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un petit détour du côté de la commune de Yopougon où Thierry Angeval et son équipe se retrouvent. Voilà, nous sommes à Yopougon, on l'a dit aujourd'hui, matin bonheur vous réveille dans la bouillante et belle commune de Yopougon. Et juste après cet endroit mythique qui est bien sûr le carrefour Siporex, eh bien nous sommes entrés dans Yopougon et nous sommes dans un autre endroit très mythique aussi, la rue Princesse. Qui ne connaît pas la rue Princesse? Et oui, on se balade un peu à travers la commune. Et nous avons le plaisir d'être avec deux personnes aujourd'hui. On va juste leur demander ce qu'elles font le matin. Alors, nous sommes un lundi matin. Comment ça se passe pour ces personnes? Venez avec moi sur cette belle petite terrasse, tout simplement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Kéké. Vous allez bien, monsieur Kéké? Vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. Pasteur. Ah, oui. Ok. On est béni ce matin parce qu'on est avec un pasteur. Alors, monsieur Kéké, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Nous sommes un lundi matin. Ok. Qu'est-ce que vous faites juste après? Bon, là, on voit le petit déjeuner qui vient d'être pris. Oui. Ensuite, ça sera quoi? Ensuite, ça sera retour aux activités, au fait. Oui. Puisque du coup, oui. Quelle activité, dites-nous? Je dois faire le ménage, je dois m'occuper de ma fille et tout. Oui. Et donc du coup, je me dis que quand tu finis de prendre le petit déjeuner, tu retournes à la maison en tant qu'homme de Dieu. Oui. Donc, puisque c'est l'activité que je fais en fait. L'activité principale, vous êtes homme de Dieu. Oui. Je suis homme de Dieu en fait. Oui. Je me dis qu'après le petit déjeuner, il faut faire le ménage et tout pour que la journée puisse bien se passer en fait. Oui. Donc avec lui tout simplement, étant donné qu'il est homme de Dieu, si on était un dimanche, il allait être plus occupé que ça.
réussi en termes de dimanche, je suis plus occupé que ça. Mais comme là, nous sommes à un jour ouvrable, donc du coup, je crois que je ne suis pas occupé en tant que tel. Oui. Alors, rapidement, avant de vous laisser, nous sommes chez vous à Yopougon, voilà, dans votre commune. Un petit mot pour toutes les personnes qui nous regardent très tôt ce matin. Un petit mot, qu'est-ce que vous avez à dire? Un petit conseil aussi, surtout pour les jeunes. Voilà. Ok, nous sommes à... L'émission, c'est... Matin Bonheur, vous Nous sommes à Matin Bonheur. Oui. Et je vous encourage à suivre Matin Bonheur. C'est très important pour démarrer une bonne journée et tout. C'est vraiment très, très important. Merci, oui, ça va. Merci à monsieur Kéké, voilà. Allez, nous, on va poursuivre ici. Et puis, on va s'intéresser à une autre personne. Nous sommes toujours à Yopougon, on le rappelle. Voilà, toujours à Yopougon, oui, à la rue Princesse. Et nous avons découvert une dame aussi. Elle fait ce qu'on appelle pain condiment. Oui, c'est du pain avec plusieurs ingrédients à l'intérieur. Alors, ce sont des sandwichs à l'ivoirienne, on va le dire comme ça. Du pain, de la viande hachée, de l'avocat. En fait, tout ce qu'on aime bien à l'intérieur. Mais venez, on va s'intéresser un peu à elle. Comment elle commence ce lundi matin ici à Yopougon, rue Princesse. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On a demandé son nom, elle s'appelle Rokia. Et quand vous venez à la rue Princesse, demandez Rokia, tout simplement. Elle va bien vous nourrir le matin. Comment ça va maman? Ça va bien. La journée a bien commencé? Oui. Alors, pain condiment, on aime bien, on adore pain condiment. Vous avez quoi ici? On sait qu'on a du pain, moi j'ai pris de la viande hachée, il y a quoi? Il y a omelette, petits pois, soja, avocat, haricots, foie et puis pommes de terre avec du poisson. En fait, je fais exprès pour vous donner faim ce matin. Et puis si vous êtes aux alentours d'ici, vous pouvez venir tout simplement. Alors, nous, on ne va pas trop te fatiguer, maman, parce que tu es en train de travailler. On va juste te demander de dire quelque chose pour ces personnes qui se lèvent très tôt le matin pour travailler comme toi. Surtout les braves femmes comme toi, qui sont ici aussi à Yopougon. Mesdames, levez-vous le matin. Oui. Allons-y, c'est bien sûr. J'encourage ces femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller faire quelque chose à manger. Donc, je les encourage. C'est ça seulement que je peux dire. Et nous aussi, on vous encourage dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez, Matin Bonheur vous réveille. Première partie, on vient de la terminer donc. Mais nous restons toujours à Yopougon. Nous sommes à la rue Princesse. On va aller dans un autre quartier. Vous savez, Yopougon est grand, donc on ne peut pas juste rester à la rue Princesse. On part d'un autre quartier et on se retrouve au studio avec Alix. Allez, à tout de suite. Sous la présidence de M. Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand-Bassam, et le parrainage de Touré Ahmed Ouboua, le Djeli Théâtre d'Abidjan, en partenariat avec l'Institut français de Côte d'Ivoire, présente « J'ordonne que le temps s'arrête » le samedi 3 avril 2021 à l'Institut français de Côte d'Ivoire à 20h. Tarif 10 000 francs, point de vente des tickets, Institut français au plateau. Une pièce à ne manquer sous aucun prétexte. Et voilà, de retour sur le plateau de la matinale, ici à Cocody. Thierry, on le retrouvera dans quelques instants et nous emmènera dans un autre quartier de la magnifique et gigantesque commune de Yopougon. Alors, nous sommes donc aujourd'hui 29, plus que quelques jours avant la fin de ce 3e mois de l'année et nous allons amorcer le 4e mois qui nous fait sourire car, voilà, paradoxalement, il va nous faire vieillir aussi. Alors, maintenant, on va partir pour d'autres tranches d'informations. Celle-là, je veux dire aux commandes, hein, c'est avec Renaud Kobia. Bonjour, monsieur Renaud. Bonjour, Alix. Le week-end s'est bien passé? Oui, super. Vous êtes très splendissante. Merci beaucoup. C'est des efforts pour nos téléspectateurs. Alors, on démarre tout de suite avec le nouveau président de l'Assemblée nationale qui sera connu le 1er avril.
Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, et à cette occasion, Amadou Soumaoro brigue un second mandat. L'actuel président de la Chambre basse du Parlement ivoirien qui est rentré de la Turquie où il se trouvait pour un contrôle médical compte sur le soutien du président de la République pour bénéficier des consignes de vote que le numéro 1 ivoirien donnera aux élus du RHDP dont il est membre. Et le quotidien Le Matin indique que le chef de l'État organise une rencontre ce lundi avec les instances du parti pour justement décider de la conduite à tenir au cours du scrutin qui se tiendra demain mardi. Et le président de l'Assemblée nationale qui sera challengé cette année par une cohorte de femmes qui ont annoncé leur candidature. Courage, mesdames. Alors, le président du Sénat est de retour à Abidjan. Oui, Jeannot Ahoussou-Kouadio a regagné la capitale économique de la Côte d'Ivoire depuis le samedi dernier, absent du pays depuis 8 mois après son évacuation en Allemagne pour traiter la Covid-19 qu'il avait contractée. Le président de la Chambre haute du Parlement signe son retour au moment où l'Assemblée nationale va effectuer sa rentrée ce 1er avril 2021. Et politique toujours, confirmé au poste de Premier ministre depuis le 26 mars 2021, Monsieur Patrick Jérôme Hachi à l'épreuve de la primature. Oui, après avoir assumé pendant quelques jours l'intérim d'Ahmed Bakayoko à la primature, l'ex-secrétaire général de la présidence est celui qui va conduire désormais la politique gouvernementale. L'expression propose de découvrir dans son édition de ce jour ces grands dossiers tels que ceux de la réconciliation, du dialogue politique et de la relance économique qui attendent le nouveau chef du gouvernement. Et une question, pourquoi M. Hachi a été nommé avec une promptitude à la primature? Oui, l'intelligent d'Abidjan répond à cette question dans son édition de ce jour. Le confrère dresse un portrait du nouveau locataire de la primature et relève des points de similitude entre Patrick Hachi et les défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Et un mot d'écologie avec l'Inter qui nous envoie dans la forêt du Mont Pékin. Oui, et c'est à l'occasion du procès d'Amadé Ouérémy dans le cadre des crimes commis à l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010 que le confrère propose dans son numéro de ce jour un reportage exclusif qu'il a réalisé en 2014 dans la forêt du Mont Péco, baptisé Ouérémy Cro, voyage dans l'antre de l'ex-seigneur du Mont Péco. Ce papier nous replonge 6 mois en arrière, plutôt 6 ans en arrière, à l'époque où 27 000 clandestins, sous la houlette de l'ex-seigneur de guerre, occupaient cette forêt classée d'une superficie de 34 000 hectares située à près de 500 km d'Abidjan. Et cette autre affaire avec le procès du bombardement de la base militaire française de Bouaké qui s'ouvre aujourd'hui même à Paris. Oui, 17 ans plus tard, l'un des faits marquants de la crise ivoirienne du début des années 2000 est sur la table des juges français. Et ce procès va tenter de faire la lumière sur le bombardement qui est intervenu à Bouaké le 6 novembre 2004, au plus fort de la crise née du coup d'État manqué de septembre 2002, faisant 9 morts et 38 blessés. 3 ministres français sont cités à comparaître dans le cadre de ce procès. Et lutte contre l'insistante coronavirus en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité prend de nouvelles dispositions. Oui, réuni le vendredi dernier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité a arrêté 4 nouvelles mesures afin d'intensifier la lutte contre la pandémie du moment. Ces mesures, ce sont notamment la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021, l'élargissement de la campagne de vaccination contre la Covid qui accourt en ce moment aux personnes âgées de 18 ans et plus et la décentralisation de cette campagne et enfin la poursuite et l'intensification de la sensibilisation contre la Covid-19. Un mot de religion avec la fête des Rameaux qui a été célébrée hier même ici en Côte d'Ivoire. Oui, à cette occasion, la communauté catholique a célébré l'événement dans la ferveur. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, il n'y a pas eu de procession et les chrétiens ont été invités par le clergé catholique à célébrer l'événement dans les églises et dans la plupart de ces lieux de culte. Les célébrants, selon Le Matin, ont exhorté les fidèles à se tourner vers Dieu en toutes choses et à partager avec les plus démunis. Et le 7e art sur la scène, c'était ce week-end au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Oui, la 2e édition de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel Nissa s'est tenue ce samedi à Abidjan. Cet événement qui consacre les acteurs du cinéma ivoirien a mis à l'honneur cette année Assandé Fargas, nouvelle icône du cinéma ivoirien. Plusieurs prix ont été décernés au cours de cette nuit et la palme cette année est revenue au réalisateur ivoirien Idriss Diabaté.
Et du sport pour terminer cette revue de presse pour ce lundi. Le championnat de Ligue 1 a repris ce samedi. Oui, après plus d'un an d'interruption, le football ivoirien a signé son grand retour. Et pour ce comeback, la SEC Mimosa était opposée à Bouaké FC au stade Robert Champrou de Marcory. Les Mimosas ont été tenus en échec par la formation de la capitale du Béquet. D'autres rencontres ont marqué ce grand retour de la Ligue 1 ivoirienne aussi. Et il faut noter aussi que, toujours en football, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés 3-0 face aux Ménades du Niger. Et nos pachydermes joueront demain à Abidjan, toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun, contre l'Éthiopie. Et ce sera au stade Alassane Ouattara de BMP. Merci beaucoup Renaud Kobia. Et puis Merci, petit Alice. message aux Mimos, sacraliser les couleurs que nous portons. Merci, on se revoit demain avec beaucoup de plaisir. Allez, nous on repart dans la belle commune de Yopougon pour retrouver Thierry Angeval. Nous sommes de retour, mais toujours à Yopougon, et nous avons changé de quartier carrément. On était à Yopougon, rue Princesse et tout. Là maintenant, nous sommes au Maroc, oui, pas le Maroc au nord de l'Afrique, mais non, au quartier Maroc, toujours à Yopougon. Et pour ce dernier élément que nous allons avoir ici, dans Matin Bonheur vous réveille, ce sera avec notre ami que nous avons arrêté, il s'appelle Gildas. Avec lui, on fait un peu le tour du quartier pour savoir comment, à leur niveau, eh bien, les conducteurs des taxis communaux se lèvent le matin, comment ça se passe et tout avec les clients. On va essayer de discuter un peu avec lui et terminer en sa compagnie. Venez avec moi pour le petit voyage. Oh là là. Voilà, nous sommes en compagnie de Gildas dans ce taxi bleu. À Yopougon ici, c'est le bleu pour les taxis communaux. Et avec Gildas, on va faire un petit tour. Je suis confortablement assis et très à l'aise dans cette commune qui m'a vu naître en passant. Allez, Gildas, c'est vrai qu'on va te déranger un peu, mais tu vas rester tout de même concentré sur la route. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Alors Gildas, il a commencé la journée comment? Bon, c'est un peu timide. C'est un peu timide parce que ce matin même, je suis allé au garage. Ouais. Bon, peu de difficultés. Bon, je suis arrivé sur le mécanicien. Bon, ils ont réparé, donc à peine de sortir comme ça. Voilà. Je n'ai pas encore pris de clients même. Ah, mais nous sommes les premiers clients. Hein? Oui, vous êtes les premiers clients. Et nous sommes les bons clients. Hein? Les meilleurs clients. Avec nous, tu auras de la chance. Oui, pas de souci. Ouais. Donc, je suis soulagé ce matin. Comment tu disais? Je suis soulagé parce qu'il y a eu les vrais clients. Ah oui. Ah non, faut pas dire ça, les clients vont se fâcher. Hein? Tout ce que tu prends le matin dans ton véhicule. C'est que il y a des clients qu'on appelle les clients oiseaux. Hein? Ah oui, qui ne payent pas bien, qui montent dans ta voiture, qui te donnent ce qu'ils veulent. Dis-nous, Gildas, avant d'avoir même ces clients oiseaux, comme tu le dis, déjà quand tu te lèves le matin, tu te lèves à quelle heure? Tu veux nous le dire? Bon, au moins à 5 heures. 5 heures, ok. Voilà, 5 heures. Je me lève à 5 heures. Bon, on finit à 22 heures. Mais on a tellement de difficultés parce que avec les clients là, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Mais souvent vous aussi vous fatiguez les clients. Hein? Bon, ça dépend. Hein. Souvent ils ont les humeurs, hein, parce que les clients, ah oui, ils ont les humeurs. Donc bon, souvent on est obligé d'accepter comme ça, c'est le boulot. Bon. Nous, les clients d'aujourd'hui, eh bien, on fait le trajet avec lui. On est toujours au Maroc, mais on est dans quel secteur ici? Ici, c'est Sorbonne, précisément. Ok. Voilà. Maroc, Sorbonne. Carrefour, Sorbonne. Carrefour, Sorbonne. Ah ouais. Ok. Quels sont les autres quartiers que nous avons ici au Maroc? Bon, ici, il y a... Dans cette direction-là, on va à Ananéré. Ananéré. Ah ouais. Ok. Donc, Maroc, Ananéré, c'est vraiment collé, hein, c'est pas, c'est vraiment des quartiers qui s'entremêlent. Hein. Oui, justement. Okay. Voilà. Alors, le matin, c'est dans quel secteur il y a plus de clients? Bon, moi, je préfère conduire au Maroc parce qu'en Ananéré, il y a tellement d'embouteillages. Okay. Tellement d'embouteillages. Donc, quand je rentre, je suis un peu perturbé par les embouteillages, donc ça ne m'arrange pas tellement. Et
Et donc ce courage-là, il le faut tous les jours pour pouvoir bien faire son travail. Oui, il le faut tous les jours parce que ce boulot-là même, vraiment, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant, il faut avoir beaucoup de courage. Parce qu'il y a l'un de nous là, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Parce qu'il y a tellement de difficultés. Voilà. On parle souvent de maladies aussi, on parle de coco, tout ça. Oui, oui, ah, ça seulement, c'est ça qui nous fatigue beaucoup. Il y a plein de ventes parce qu'on est tout le temps assis. Oui, on est tout le temps assis, donc ça nous fatigue énormément. Alors à côté de ça, Gildas parle de maladies, on parle de difficultés et tout. Souvent, on n'a pas peur des agressions aussi parce qu'on termine tard la nuit et tout. Oui, souvent, il y a beaucoup de tentation parce que souvent il y a des clients quand tu les prends, en tout cas moi souvent quand je regarde, moi je trie les clients avant de les prendre. Ah bon, hein? Ouais, oui, il y a des clients, on ne prend pas tout le monde en fait. Il y a des clients même quand tu vois, tu dis toi tu ne montes pas dans ma voiture. Oui, là des clients quand tu vois, il est tellement suspecté, donc moi je les refuse. Je les refuse, ces clients-là, parce qu'il n'y a pas de problème. Souvent, on te prend et puis il veut t'agresser, il veut et choses. Et ça t'est déjà arrivé, ça? Oui. Ça t'est déjà arrivé? Une fois, deux fois. Ouais. Voilà. Souvent même, tellement tu es agité, tu es en train de travailler, tu es tellement concentré, on te donne des faux billets, bon, sans que tu t'en rends compte. Parce que souvent même, tu ne prends même pas la peine de vérifier. Voilà. Tu ne prends pas la peine de vérifier. Oui. Donc il y a tellement de difficultés. Vraiment, c'est pas... On sait qu'il y en a plusieurs parce qu'ils s'attardent là-dessus, c'est chaud. Mais tout ce que nous, on vous souhaite, c'est que tout se passe bien, quoi. Ah oui. Et c'est vrai qu'à côté des difficultés que vous rencontrez, on aimerait aussi que par moment, nos chauffeurs de Woro, j'ai dit le mot, hein, se comportent aussi bien avec nous. Hein. Oui, bon. Parfaitement. Parce que nous sommes les rois. Hein? Oui. Non, vous êtes des rois. Bon, le client, il est roi. Oui. Mais bon, moi, en fait, si tout le monde est chose, comme on appelle ça, si tout le monde peut être chose. Respectueux, sage, poli. Si tout le monde peut être sage, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de palabre. Oui. Voilà. Il y a des gens qui les prennent, ils te donnent, ils te disent j'ai 200 francs, à l'arrivée, ils te tendent 500. Oh, tu n'as pas de monnaie. Est-ce que c'est pas valable qui est là? Ouais. Nous, on est déjà arrivé, hein, Gildas. On est déjà arrivé. Voilà, donc Gildas va nous laisser à bon port. Mais il ne sait pas qu'il y a une surprise pour lui, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a une surprise pour lui. Et c'est ça aussi, Matin Bonheur vous réveille. Alors, Gildas, merci. Ok. Bonne journée. Merci à vous aussi. Et puis, on souhaite qu'il y ait beaucoup de clients. Oui, pas de soucis. Aujourd'hui, c'est lundi, donc je sais que ça va aller. Je vais avoir beaucoup d'argent. Alors, Gildas, nous, on sait bien faire les choses. Hein. Déjà, tu sais un peu... en voyant juste ce qu'il y a à côté de moi. Bon, pas... Eh bien, c'est pour toi, Gildas. Ah bon? Ben oui, tiens. Ah oui, quelle belle surprise. Avec... les compliments. Attends, voilà, je prends là. Quelle belle surprise, wow. Au nom de la RTI, au nom de Matin Bonheur, on a voulu faire plaisir à Yopougon ce matin à travers toi. Et à travers toi aussi, on salue tous les chauffeurs de Woro, toutes ces personnes qui, au quotidien, essaient tant bien que mal de nous faire plaisir. Un petit mot avant de partir. Bon, en tout cas, je suis beaucoup soulagé. Oui. Voilà. En tout cas, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je dis beaucoup merci à la RTI. Et en tout cas, je suis content, très satisfait. Oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Gildas. Et puis, on est ensemble. On se retrouve dans quelques instants. Je vais juste changer de véhicule. Et aussi, voilà, on va se retrouver avec Alix tout à l'heure au studio pour la suite de Matin Bonheur. À tout de suite.
Et tout à fait, et on vous attend impatiemment ici Thierry Angeval, et grâce à la flèche, vous rejoignez la maison de la télévision en non rien de temps. Merci en tout cas à notre flèche qui nous permet de circuler aisément comme ça. Le matin et après matin bonheur vous réveille bien évidemment. Alors voilà, gros coucou en tout cas à tous les beaux quartiers de la commune de Yopougon et puis à son plus du million d'habitants. On vous fait en tout cas de gros bisous et puis restez toujours sur RTI 1. Justement, nous on va marquer une toute petite pause, on reste sur la chaîne et dans quelques instants, on se retrouvera. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas, de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains, de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on démarre avec le football et cette sensation à Khartoum. Le Soudan a battu l'Afrique du Sud 2-0 et lui a soufflé la qualification hier en éliminatoire de la CAN 2021. Un succès net et sans bavure pour les Soudanais qui n'avaient d'autre choix que de gagner pour participer à l'épreuve reine pour la première fois depuis 2012.
Après un premier chèque vendredi, le porte-conteneur échoué dans le canal de Suez a été tourné ce lundi selon son propriétaire qui a toutefois indiqué qu'il ne flottait pas encore. L'autorité du canal de Suez a quant à elle fait savoir que 80% de l'Ever-Given avait été remis dans la bonne direction. L'arrière du navire de plus de 200 000 tonnes s'est en effet éloigné de la rive ouest du canal. Selon les sites de visualisation du trafic maritime, ce qu'a confirmé à l'AFP une source sous couvert d'anonymat au canal de Suez. Fruit de 2 années de travail à la conclusion du rapport de la commission dirigée par l'historien Vincent Duclercq est sans appel. La France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 et porte des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie. Après la publication de ce rapport, l'Élysée a appelé à un rapprochement irréversible avec Kigali. Réaction. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et au fond a accentué, la crise ethnique, s'est aligné sur le régime du président Habyarimana qui était un régime raciste, hein, qui n'a pas réussi à retirer Habyarimana des extrémistes. Comme nous, on était du côté des Hutus, et que les Hutus étaient en train de se comporter avec toute la grâce et la gentillesse d'un bataillon de SS mal organisé, évidemment, on n'a rien fait pour les aider. Mais en même temps, tous les contacts politiques sont restés. Pendant le temps du génocide, ils sont venus à Paris. On les a reçus à l'Élysée. Bon. Alors, on ne les a pas aidés, mais on ne les a pas marginalisés non plus. La France a une responsabilité accablante dans le génocide des Tutsis, c'est une évidence. Cela est déjà connu des spécialistes et à l'association Survie, nous essayons de le faire savoir au grand public le plus possible. Parler d'aveuglement, c'est plus problématique. Les responsables politiques et militaires de l'époque étaient parfaitement informés du génocide, tant de sa préparation que de son exécution. Scène de rue à Montmartre, un Van Gogh encore jamais exposé a été adjugé 13 millions d'euros, 8 milliards 500 millions de francs CFA jeudi à Paris, bien au-dessus de son estimation. Un record en France pour le peintre hollandais, confirmant sa cote internationale. Daté de 1887, peint pendant les 2 courtes années de Vincent Van Gogh, que Vincent Van Gogh passa à Paris. La toile était répertoriée dans les catalogue, mais n'était jamais apparu depuis son acquisition par une famille française vers 1920. Et voilà, c'est tout pour ce 7 heures. Excellente journée à vous. Magnifique record en tout cas pour cette belle œuvre d'art. On va inciter nos progénitures à de la peinture, pourquoi pas. Alors nous maintenant, vous allez le savoir, hein, on reste toujours fidèle à nos fondamentaux. C'est vrai qu'on a un petit peu réaménagé le programme, mais on aime toujours vous apporter le meilleur. Fitness maintenant avec quelques petits exercices physiques. Quelle énergie avec la coach Marie-Noël, séance de step pour améliorer ses réflexes ce matin. Il est très important de savoir amorcer sa semaine. Et en ce lundi, vous savez très bien que nous avons un programme que vous connaissez déjà depuis maintenant pas mal d'années, toujours avec un de nos consultants les plus fidèles, Monsieur Paul Arnaud-Écou. Nous parlerons aujourd'hui d'une fonctionnalité et de ses implications. C'est le système intelligent de conduite automobile et de mobilité. Qu'est-ce que cela regorge comme, on va dire, démembrement et sa corrélation avec la législation? C'est bien sûr dans Inforoute. Bonjour maître. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on parle des systèmes intelligents de conduite automobile et de mobilité. Déjà, quand on entend par système intelligent de conduite et de mobilité? Merci beaucoup. Je vais dire c'est un nouveau mot, mais ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on en parle. On parle plutôt de système intelligent de transport. Donc, c'est l'association des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'offre des services de transport et de circulation, mais surtout à l'offre des services de la gestion même, de la sécurité routière.
Je vais dire, il y a depuis longtemps, on a la technologie dans les voitures, on a des véhicules très électroniques, mais depuis une dizaine d'années, on essaie de faire en sorte que la voiture communique avec soit l'usager, avec le conducteur, avec d'autres appareils. Donc cette étape-là, où on ajoute en quelque sorte une intelligence au système de conduite, a créé un concept qu'on appelle aujourd'hui le système intelligent de transport. Alors, quelle est la différence fondamentale entre conduite automobile et mobilité? Oui, la conduite automobile va être le déplacement au moyen d'un véhicule automoteur qui se déplace seul. On a la voiture et des deux roues motorisées. Quand on parle d'automobile, c'est à là qu'on fait allusion. Mais avec le système intelligent de transport, il faut voir l'environnement dans lequel l'automobiliste va circuler. On parlera des mobilités urbaines. Donc on va analyser tous les besoins de déplacement des personnes dans la ville, dans un espace donné, les besoins de se déplacer pour aller au travail, à un lieu de loisirs. Et on va voir comment les hommes y satisfont pour permettre au système intelligent de transport de tenir compte de tous ces besoins. On va avoir aujourd'hui des vélos moteurs connectés. On va même avoir des skateboarders. On a beaucoup d'acteurs maintenant qui circulent. Donc on dit, bon, il ne faut pas voir la circulation sur la route par l'automobilisme, il faut le voir de façon plus globale, comment toute personne se déplace. On a tendance à parler des mobilités urbaines, ce qui permet facilement de comprendre les systèmes intelligents de transport. Très bien, on va y revenir en essayant de disséquer, on va dire, les infrastructures même qui demandent cette disposition. Alors, ces systèmes intelligents, ils sont prévus ici et réglementés par le Code de la route en Côte d'Ivoire? C'est assez récent et on n'est pas vraiment outillé juridiquement pour faire face. C'est maintenant qu'on commence, on est à nos débuts. Donc notre code à l'état actuel ne prévoit pas de dispositions sur le système intelligent de transport en tant que tel. Bah, on n'a pas vraiment besoin pour le moment de le prévoir puisque comme je l'ai dit, c'est des aides technologiques, ce n'est pas vraiment des éléments qui influencent la conduite, la circulation, c'est pour aider. Mais on a des politiques qui sont en cours et ces politiques-là ont commencé à prendre quelques législations. Donc, pour la mise en place de la vidéosurveillance, on a vu, il y a des tests qui ont commencé à être pris. Il y a pour la mise en place de tout ce qui va être gestion des systèmes d'accidents aussi, on a des tests qui sont pris. On a des concessions qui sont en train d'être passées avec des acteurs. Donc, très prochainement, on va forcément avoir une mise à jour de notre législation là-dessus. Alors, on a des prémices d'installation de cette technologie. Mais ici, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut quand même parler d'existence de transport intelligent? Oui, je vais le dire, on est quand même assez avancé en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres acteurs de la sous-région. On est très avancé dessus. On a même une association ivoirienne des transports intelligents. On a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués avec le ministère des Transports en premier lieu. On a quand même beaucoup je vais dire, l'exemple que je donne le plus, c'est l'exemple des péages automatiques. Le paiement automatique du péage, c'est un système intelligent de transport. Vous avez une carte intégrée, une carte embarquée qui va faire la corrélation entre votre carte qui a payé les frais de péage, qui va faire la corrélation entre la présence de la voiture au moment donné, lever la barrière, passer, fermer. Tout ça fait partie du système intelligent. Donc on a déjà des éléments qui sont en bonne voie. On a déjà aussi plein je vais dire, des caméras qu'on a mis là qui doivent communiquer avec des systèmes au contrôle technique pour pouvoir verbaliser des contrevenants. Donc je veux dire, on a déjà des éléments qui sont en place, mais c'est le début de nos politiques. Ça fait 2 ans qu'on en parle, 2 ou 3 ans qu'on en parle, mais on est quand même bien avancé par rapport à d'autres acteurs de la sous-région. Alors, dans ce bel élan d'installation, qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour pouvoir utiliser effectivement ces systèmes intelligents de conduite et de mobilité? Oui, il y a quand même de gros défis. Le défi, c'est le défi technologique. La technologie évolue très vite et des fois c'est très coûteux, des fois c'est des phases expérimentales, donc on est toujours en train de travailler dessus. Mais il y a aussi tout ce qui va être lié à cette mise en application de la réglementation. Je vais dire, la vidéo-verbalisation était quasiment prête. On a dû le suspendre parce qu'il fallait faire des mises à jour avec la réglementation. Donc, je pense qu'on y travaille. Je pense aussi qu'il y a tout ce qui va être lié à l'éducation des usagers de la route en matière de systèmes intelligents de transport. Là, on est un peu en retard. C'est maintenant qu'on en parle. Nous-mêmes, on essaie de comprendre, de découvrir un peu. Mais on va l'intégrer soit à la formation, on va l'intégrer soit à des sensibilisations qui arrivent. Mais il y a beaucoup à faire pour vraiment favoriser l'appropriation des usagers de la route ou des populations de ces systèmes intelligents de transport. Alors, dans cette projection-là, qu'est-ce qui pourrait véritablement changer dans la réglementation et l'apprentissage au code de la route, par exemple, et en tenant compte aussi des systèmes intelligents? Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi un gros défi parce que les systèmes intelligents de transport vont mettre à rude preuve notre réglementation à l'état actuel. Même dans le mode d'apprentissage, le contenu même de la formation, il va falloir se mettre à jour. La technologie va plus vite que la réglementation. Il va falloir faire en sorte que toutes les formations puissent être mises à jour régulièrement. Il va falloir aussi s'assurer que le contenu correspond. Il y a des dispositions clés qui vont peut-être être compromises.
Par exemple, le code de la route s'appuie sur une disposition clé qui dit que le conducteur doit toujours avoir la maîtrise de son véhicule. Mais quand on a une voiture connectée qui est intelligente, qui se maîtrise elle-même, quelle est ma relation? Qu'est-ce que je le fais? Est-ce que je vais apprendre tous les panneaux par cœur, en sachant que ma voiture a un capteur qui permet d'imaginer ou bien de reconnaître une signalisation? Donc il faut vraiment repenser cette formation-là pour que l'homme reste toujours au cœur même de la sécurité routière. Et puis il va avoir tout ce qui va être lié à l'analyse des données après. Parce que c'est ça, l'accident qui s'est produit, comment on dégage la responsabilité de l'usager. Donc tous ces éléments-là font que, bien évidemment, il va falloir modifier la façon d'enseigner le code de la route, il va falloir modifier la façon de réglementer la circulation routière. Il y a des feux qui vont être intelligents. Il va décider de faire passer des gens en fonction de la fluidité, en fonction de l'affluence des véhicules, là où un policier peut juste superviser. Donc il y a tellement de choses à voir, à mettre à jour, que bon, on va nécessairement mettre à jour notre code de la route. Généralement, ce qu'on voit, c'est que l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles technicités est faite pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'utilisation d'un secteur ou d'un autre. Alors, qu'est-ce que cela nous apporterait véritablement? On est parti du principe que 90% des accidents sont dus à des facteurs humains. D'accord? Et c'est des facteurs humains pour lesquels on a beau faire de l'éducation, on a beau faire de l'enseignement, on n'arrive pas toujours à corriger. Il y a une certaine fiabilité du système informatique qu'on veut mettre en avant. Donc on veut vraiment, je n'ai pas dit décupler les capacités humaines, mais on veut essayer de seconder l'homme sur des éléments habituels qu'il a tendance à négliger. Donc à l'époque, on avait des limitateurs de vitesse dans le véhicule. Aujourd'hui, on va dire aux limitateurs de vitesse que si la personne dépasse, il faut lui dire qu'il dépasse. Donc la voiture va communiquer avec vous pour dire « Ah, vous avez dépassé la vitesse ». On va même mettre en place des systèmes embarqués qui vont réduire automatiquement la vitesse, même si le conducteur ne le veut pas. Donc on va essayer de ramener l'homme dans sa logique de conduite sûre, conduite responsable. Donc ça ne vient pas pour remplacer l'homme en quelque sorte, mais ça vient pour l'aider, s'il est conscient que c'est là pour l'aider. Et ça vient pour le rappeler à l'ordre chaque fois qu'il essaie de faire un peu de zèle. Voilà. Alors, dans cet état de fait-là, comment véritablement baliser? Parce qu'on est tous de même en face d'une machine. Ça, c'est vraiment le vrai problème. On est en face d'une machine et c'est ce qui fait que le système tarde à se développer, à se déployer, parce qu'on n'arrive pas encore à dégager la responsabilité de la machine par rapport à l'homme. C'est les scientifiques qui essaient de nous rassurer. On a démontré que depuis que ces systèmes sont expérimentés un peu partout en Occident, aux États-Unis, au Japon, on s'est rendu compte qu'il y a quand même assez de sécurité. Je me rappelle très bien qu'il y a eu un accident qui a causé la mort d'une personne avec le véhicule d'un opérateur. Et les scientifiques sont penchés sur la question, ils se sont rendus compte que même un homme en cette position-là aurait commis l'accident et aurait peut-être commis un accident beaucoup plus grave. Donc on essaie de nous rassurer pour nous dire que la machine n'a pas la capacité de décision, n'a pas la capacité d'autonomie de l'homme, mais elle est suffisamment sûre. Donc on va essayer de faire confiance à la technologie. D'ailleurs, depuis un moment, on fait confiance à la technologie. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie, puisque l'avantage avec le système intelligent, c'est qu'il y a un système d'auto-apprentissage de la machine. La machine est capable de reconnaître ses erreurs et de définir de nouvelles formules pour s'améliorer. Ça, c'est le point fort du système intelligent. Ce n'est pas l'ordinateur simple, c'est un système qui est couplé à l'intelligence artificielle parfois et qui se met à réfléchir un peu comme un homme et qui essaie de s'adapter. Donc, au fur et à mesure de ses erreurs, de ses bavures, on va essayer de s'autocorriger. Alors, tout ceci fait appel, bien sûr, à l'intelligence de l'automobile même et de son évolution. Oui. Pourrait-on dire qu'au niveau général, global, mondial, on a des avancées significatives? Et puis, qu'en est-on de notre situation ici en Côte d'Ivoire? Je pense qu'on a des avancées significatives aussi en Côte d'Ivoire. Je pense que moi, quand je regarde un peu les politiques proposées par le gouvernement, je crois qu'il y a un mois à peine, un mois et demi, le gouvernement venait de signer une concession avec une entreprise de la place pour déployer toute une batterie de systèmes de transport intelligents. Je pense qu'on a beaucoup avancé en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Je sais que ces opérateurs-là, dans la presse, ils nous rassurent qu'ils sont à fin prêt et que là, peut-être qu'il faut juste améliorer le cadre institutionnel pour commencer. Mais je pense qu'on a beaucoup avancé en Côte d'Ivoire. Je sais qu'avec le nouveau schéma des permis à points, on va forcément déployer une batterie de systèmes intelligents derrière pour pouvoir contrôler, pour pouvoir sanctionner, pour pouvoir s'assurer que ça marche. On a aussi des systèmes intelligents de gestion, mais tout ce qui va être délivrance des titres de transport. Donc je pense qu'on est quand même en bonne voie. Je pense qu'on a quand même de gros acquis.
C'est vrai que ça fait 2 ou 3 ans qu'on en parle, mais il y a 1 mois, on a donné un coup de fouet et le gouvernement a fait des promesses assez importantes, assez grandes pour dire que très très bientôt, on passera à la mise en œuvre des systèmes intelligents. Et on est dans un schéma de gestion harmonisée, de gestion globale. Donc quand on va sortir notre système, on va répondre à plusieurs besoins de systèmes de transport intelligents à la fois. Donc ça aussi, c'est un bon point à soulever. Alors, c'est sûr que tout ceci a une corrélation entre les différentes intégrations à faire entre les différents pays. Il y a certains pays qui sont bien en avance. On a entendu parler de voitures volantes sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, exactement, des voitures volantes sous d'autres cieux. On a beaucoup parlé des voitures volantes, mais là, je pense qu'on est encore très loin dans le futur à voir. Mais aujourd'hui, on est... Chez nous, ici, ou parce qu'ailleurs, ça commence à être utilisé. Ça commence à être utilisé, mais en échantillonnage, parce que le risque, il est grand. Parce que là, on va vraiment mettre tout le système de la circulation à rude épreuve parce qu'il y a 2 modes de transport, le mode de transport aérien et le mode de transport terrestre. Donc il y a tout ça. Je pense que pour le moment, c'est juste pour titiller un peu les acteurs, pour montrer un peu le devenir du système intelligent de transport et puis encourager les gens à développer le système de transport peut-être terrestre. Mais c'est très intéressant de le voir que la voiture peut voler, elle va changer de format. C'est ce que je disais, il va falloir mettre notre code de la route à jour. À quel moment il devient conducteur, à quel moment il devient pilote. Il faut falloir régler cette question-là au fur et à mesure. Les échangeurs aériens. Exactement. Mais c'est pour attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il faut nécessairement encourager le développement des systèmes intelligents de transport. Il faut l'encourager. Aujourd'hui, on est prêt, on est convaincu qu'une voiture peut faire 500 km seule, sans conducteur ni rien. Et ça existe. Il y a plein de véhicules, de transport terrestre, et c'est le devenir, c'est là qu'on veut arriver. Pour éviter qu'il y ait beaucoup de voitures volantes et qu'on n'arrive pas à contrôler, on veut arriver à faire en sorte qu'il y ait un gros bus bien confortable, qui se conduit seul, sans chauffeur, qui est assez responsable. Et donc ça, il faut arriver à faire du lobbying auprès de plusieurs acteurs, et pour leur faire comprendre notre capacité à le faire, on leur montre qu'une voiture peut voler. Donc si une voiture peut voler, pourquoi ne pas la laisser rouler seule sur une voie bien quadrillée, bien sécurisée? C'est un peu là qu'on veut arriver. Mais bon, c'est des gros défis. Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est que ça fait rêver. Et puis, bon, au fil des rêves, on voit des ingénieurs qui se mettent à pied d'œuvre pour relever des défis. Exactement. Et dans cet état de fait, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une conscience collective à éduquer, parce que ce n'est pas très évident de monter à bord d'un bus qui n'a pas de chauffeur. Ah oui, c'est quand même assez effrayant. C'est quand même assez effrayant par rapport à l'habitude qu'on a. Mais des fois, il faut le dire que des fois, quand vous êtes à l'arrière du bus, vous ne savez pas dans quel état le chauffeur est. Donc, il faut vraiment aussi vous habituer à cela. Le robot est mieux que le chauffeur, finalement. On a beaucoup de choses. C'est que on dira c'est la même chose qu'on pourra répondre, mais quand vous êtes dans l'avion qui a le pilotage automatique, vous avez confiance, c'est pareil. Le pilote est toujours là quand même. Mais la question est intéressante parce qu'il faut arriver à créer cette corrélation permanente entre le conducteur personne humaine et le conducteur système intelligent de transport. Je pense que les pays qui ont commencé à exploiter le système de transport intelligent où les voitures sont autonomes, on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours la place du conducteur. On ne doit pas le supprimer, il doit être toujours assis à sa place, même si il peut se permettre certains écarts, mais il doit être toujours installé et être capable de prendre la main automatiquement, parce que c'est ça le défi qu'il faut relever. Mais bon, à comment le robot te dira qu'il n'est pas en forme et puis tu vas prendre la main, ça c'est vraiment un travail. Donc comme je disais tout à l'heure, dans la formation, on va peut-être nous apprendre à reconnaître les défaillances du système et puis permettre à l'homme de prendre la main rapidement. Voilà. Alors, en tout cas, on rêve dans la prospective d'avoir ce genre de technologie là, ici, sous nos cieux. Vous avez parlé d'inadéquation entre l'évolution des législations même et l'évolution de la technologie. Qu'est-ce qui crée ce gros gap-là, cette avancée à 2 vitesses? C'est vrai que la technologie va très, très, très vite. Ça, on s'est rendu compte très, très vite. Là où les lois doivent passer par plusieurs processus. D'abord, même le processus, avant d'arriver chez nos députés qui doivent cesser de comprendre, il y a le processus de est-ce que la machine est-ce que le système proposé, il est, comme vous avez dit tout à l'heure, adapté à la situation sociale dans laquelle on se trouve. Donc, il va falloir faire cette étude-là. Et là, il y a beaucoup de prototypes qui sortent, mais qui sont en phase expérimentale. Faut-il réglementer juste le code de la route alors que ce sont des essais? Donc, on n'est vraiment pas sûr du devenir, mais je pense qu'on essaie de se mettre à niveau. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Je pense que la réglementation qui a le plus avancé, c'est en Europe. Je sais qu'il y a une directive de l'Union européenne, mais ça date à peine de 2010, qui n'a pas encore été implémentée partout, puisqu'on veut vraiment comprendre, on veut vraiment savoir si ça va substituer la responsabilité du conducteur. Et puis, comme je le disais aussi à l'instant, le principe du droit, c'est le principe de la responsabilité. Quand il y a un accident, on cherche à savoir qui est responsable derrière.
Et la législation actuellement n'a rien prévu pour tout ce qui va être la robotique. Quelle est la responsabilité de la robotique? On découvre maintenant. Donc on a du mal à vraiment, on hésite nous-mêmes, on ne comprend pas, on apprend, on découvre. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir, on va tirer les leçons. Au fur et à mesure, on va essayer de faire avancer notre législation. Alors c'est vrai que toute marche pérenne commence par une genèse. Ici, on peut dire qu'on peut commencer par où? On entend parler des fois de véhicules hybrides. Est-ce qu'on peut quand même se permettre déjà ce genre de technologie là sous nos cieux? Oui, il y a beaucoup d'outils embarqués dans nos véhicules. Les véhicules qui sont depuis 2015 sont quasiment des véhicules avec des systèmes intelligents de transport. Peut-être que les usagers ne savent même pas qu'ils ont des véhicules super intelligents qui peuvent les aider. Ils ne voient pas ça. On a par exemple, il y a un système qui est dans presque toutes les voitures de nouvelle génération, c'est les e-call en cas d'accident. C'est-à-dire aujourd'hui, en cas d'accident, à l'époque, quand on apprenait le code de la route, en cas d'accident, les bornes, on nous apprenait à reconnaître les bornes par cœur pour pouvoir signaler l'accident, pour dire je suis à telle borne kilométrique pour que les pompiers arrivent à temps. Aujourd'hui, la voiture va donner la localisation exacte de l'accident. La voiture est capable de dire que si, en cas d'accident, s'il y a des personnes vivantes, des personnes blessées, elle est capable de dire tout ça à un service de secours qui va se préparer en fonction. On a des véhicules embarqués, des véhicules connectés qui sont aujourd'hui. On a des véhicules aujourd'hui avec des applications qui vous permettent de savoir si la voiture est verrouillée, est fermée. Aujourd'hui, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Donc, je veux dire qu'on en avance. Peut-être qu'on ne sait pas qu'on les a. On a des systèmes de gestion intelligente des parcs automobiles. On a des entreprises qui sont capables de savoir où se trouve la voiture à un moment donné, de demander à la voiture de s'arrêter s'il estime que la personne va au-delà des vitesses réglementées. Donc, on a ça, il y a en Côte d'Ivoire, on est suffisamment avancé. Et au niveau de la politique nationale, on a tout ce qui va être vidéo-verbalisation. On n'a pas encore mis en œuvre parce qu'on essaie de finir les expérimentations, mais je pense qu'on est suffisamment prêt, puisqu'on a vu les centres de contrôle pour dire que tel véhicule, un an après, voici ce qu'elle a fait, voici les conséquences qu'on en tire. On a beaucoup avancé dessus, je pense. Il faut juste qu'on prenne le temps d'observer très méticuleusement nos voitures, nos systèmes, et puis essayer de s'adapter à cette nouvelle génération de voitures. Alors, au regard de tout ce que vous venez de nous dire, on voit pertinemment les avantages que sont les systèmes intelligents de conduite automobile et de mobilité. Mais quand on fait l'état des lieux, et sinon quand on jette seulement un petit regard sur notre flotte automobile, à quand véritablement le changement? Oui, ça c'est vrai, c'est le gros défi aussi, parce qu'on a un parc automobile très très vieillissant. Je n'allais pas dire à la mode, parce que là, on est très vieillissant. Et surtout, on a aussi une équipe de maintenanciers qui ignore moins. J'ai vu un cas où le système ABS qu'on connaît tous, qui est une aide à la conduite que tout le monde connaît. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais le système ABS aujourd'hui, dans le système intelligent, il est capable de réfléchir, de permettre l'arrêt automatique de la voiture. Le mécanicien, quand il a fini, on lui dit que le système ABS signale sur le tableau de bord. Il vient, il estime qu'il a réparé le système ABS. On dit quoi? Il dit qu'il a enlevé le capteur. Il dit mais c'est pas grave, le capteur, ça ne sert à rien. Parce que lui, il n'a pas conscience de l'information dont le conducteur a besoin. Et il enlève le capteur parce que la voiture freine. Donc, on a aussi nos maintenanciers, nos entretiens automobiles qu'il faut prendre en compte pour qu'on intègre cette notion de système intelligent de transport. Parce que c'est ça, il faut vraiment faire cette éducation-là. Et c'est ce qui nous manque. Il faut aussi apprendre aux chauffeurs à écouter cette voiture. Avant, on écoutait le moteur pour savoir si elle se portait bien. Maintenant, on va écouter le tableau de bord, on va écouter même la boîte noire. Il y a des voitures qui ont des boîtes noires. La voiture peut te dire, en cas de panne, qu'est-ce qu'il a fait souffrir. Donc, il faut apprendre à écouter sa voiture parce qu'elle est devenue intelligente, elle a des systèmes embarqués. Et en corrélation avec sa voiture, nos smartphones nous permettent vraiment de communiquer avec nos voitures. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut être. Il faut commencer à apprendre à connaître notre voiture. Il ne faut pas jeter la notice. Et bien évidemment, quand on a un système où on a limité l'âge d'importation des véhicules, quand on veut acheter, il y a beaucoup de mécanismes mis en place. Peut-être qu'on en parlera sur le budget automobile. Il y a des crédits bas, il y a des voitures. Il faut penser à acheter une voiture neuve parce que forcément, elle a plus de valeur ajoutée que la vieille voiture qu'on a. Autant on va la remplacer, autant on va la bichonner, mais bon, elle ne pourra pas tenir le coup. Merci infiniment, Monsieur Paul Arnaud Ekou, pour cet échange futuriste sur le système automobile. Cela nous donne l'ouverture de pouvoir même recevoir notre colistier qui est ici, dans ce studio, après son périple dans la commune de Yopougon. Voilà, Thierry Angeval qui fait son entrée. Bonjour Alix. Avec ses belles couleurs du matin, bonjour. Bah oui, bienvenue.
Et tu scintилles aussi ce matin. Merci, j'ai essayé de faire dans la sobriété. Mais mais en tout cas, depuis Yopougon, je regardais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Bonjour, monsieur. Bonjour, Thierry. Vous allez bien? La Calice vous offre une voiture volante aussi. Ah ben oui, parce que là, je regardais et tout, une voiture. Faudrait qu'on commence par rester sur Terre d'abord. Non, mais peut-être que j'en ai besoin, parce que où je réside, là, les embouteillages, bonjour, quoi. Ah, c'est terrible. On va chercher aussi des architectes au niveau des échangeurs aériens. Franchement. C'est pas plus mal. Alors, la commune bouillonnante de Yopougon, elle se porte comment ce matin? Super bien, et il faut dire que les gens se lèvent très tôt. Ah oui, les gens se lèvent très tôt, et à la place... Est-ce qu'ils dorment finalement? Parce qu'il y a se lever très tôt et puis il y a dormir. Maintenant, ils dorment. D'accord. Avant, ils dormaient pas, maintenant, ils dorment. Et donc, voilà, magnifique commune, Siporex. Il y a du monde déjà très tôt le matin, à la rue Princesse aussi, enfin ancienne rue Princesse. Et aussi, on est allé à Yopougon, Maroc. Vraiment, la commune, elle se lève très tôt, elle est bouillonnante. Et puis bon, voilà, tout le monde va à ses occupations. Merci à Yopougon, merci à vous. Alors, franchement, merci Yopougon. Et puis, restez en notre compagnie. On marque juste la petite pause et on va essayer encore de comprendre ce que c'est que l'investissement au travers des fonds souverains. Njani momu coronavirus wa ba menu iti esasaihu esasabenga meumwie dan ejina coronavirus atinga be clé e fait so atinsu benga be tuer forso yole awa oni OMS be wan yo black clasu e unzi sa nzuenu oni samla tawai masokusu a renzu kunle e fa pakwa sa meun e fa muso asan e bonu tango tawe ma so kusu e sakpro nu e botango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima e sanu na ifa esa e kae ima oni ebue oni enua njani momu e sasaihu e society na coronavirus e jrei na yo jasinga e boye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lula e. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et avec l'équipe bien constituée, nous allons poursuivre cette émission. Et là, terminer en parlant d'investissement avec notre consultant. C'est un visage que vous connaissez bien, vous êtes habitué à ce grand monsieur. Ce sera dans quelques secondes que nous allons le recevoir. Et il est déjà installé, vous le découvrez avec nous en même temps, Monsieur Guy Abi Nogues, expert financier. Bonjour Monsieur Nogues. Bonjour Alice, bonjour Thierry. Bonjour, bienvenue. Alors, on parle du rôle et importance des fonds souverains. On va sûrement commencer par les définitions d'usage. Alors, c'est quoi un fonds souverain? Alors, un fonds souverain d'investissement, c'est un instrument d'investissement que créent les États. Les États créent donc ces instruments-là pour pouvoir gérer leurs excédents de revenus nés de leurs activités économiques. Et la mission principale d'un fonds souverain d'investissement, c'est évidemment d'investir ces excédents de revenus dans des actifs étrangers et puis donc pour pouvoir à la fin, soutenir l'économie nationale. Donc vous l'avez si bien dit, des fonds souverains, quand on parle de fonds d'État. Vous avez aussi donné le rôle et tout. L'important, c'est bien de ces fonds pour nos pays. Alors, il faut dire que lorsqu'un pays décide de créer un fonds souverain d'investissement, cela répond, je l'ai dit, à 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord de stabiliser l'économie nationale. C'est ce qu'on appelle donc la stabilisation de l'économie. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez donc une économie qui est fondée sur des matières premières ou bien sur des rentes pétrolières, vous avez à un moment donné, besoin de stabiliser votre économie pour faire face à la volatilité du marché. Et deuxièmement, vous avez besoin également d'avoir un fonds pour assurer un rôle de prévoyance pour les générations à venir. Et à travers ce fonds de prévoyance, vous mettez en place des revenus qui sont stables pour toutes les générations à venir. Cela permet à toutes ces générations de pouvoir disposer des ressources stables, des revenus importants pour prendre la suite, pour prendre la relève dans la gestion économique, des affaires de l'État. Alors, moi, j'ai envie de rétro-pédaler un tout petit peu. C'est sûr qu'avoir des capitaux, ça permet d'avoir plusieurs possibilités. Mais déjà, en amont, quelles sont les conditions pour pouvoir constituer un fonds souverain pour un État? Oui, les conditions sont, toutes simples. On parle d'excédents de revenus, notamment générés sur les activités économiques de l'État. Donc, autrement dit, tout État peut créer un fonds souverain d'investissement.
Vous n'avez pas besoin d'être un État ayant donc une manne pétrolière ou ayant donc une manne gazière ou ayant donc des rentes, des produits donc de rente, j'allais dire agricoles. Mais à partir du moment où vous avez des excédents de revenus sur vos activités économiques, vous pouvez décider de créer un fonds souverain d'investissement. Donc, à la limite, je dirais que c'est une volonté politique qui permet donc la création d'un fonds souverain d'investissement au niveau d'un État. Et pour mettre en exergue bien cette volonté politique-là, comment est-ce qu'on constitue ce fonds? Sur quels revenus? Parce que vous parlez des revenus de l'État, concrètement, sur quels revenus? Oui, les revenus sont nés de quoi? Sont nés notamment du différentiel entre les exportations et les importations. Vous voyez, à partir de là, vous dégagez des excédents donc, de revenus, et ces revenus qui naissent donc, de vos activités économiques, parce que l'État fait des activités économiques, réalise des activités économiques. Et donc, ces revenus qui naissent dans des excédents de vos activités économiques, vous pouvez décider de les placer dans un fonds souverain d'investissement, lequel fonds souverain d'investissement va être appelé à faire quoi? À soutenir donc l'économie en cas de forte volatilité, par exemple, des marchés, peut être appelé également à soutenir, je dirais, donc l'économie en mettant en place des revenus donc, stables pour les générations donc, futures et en soutenant donc, également donc, l'économie dans le moment donc, le plus difficile. Donc il est important pour un État, à un moment donné, d'apprécier ou pas sa volonté donc, de mettre en place un fonds souverain d'investissement. Alors, l'avantage est là, c'est clair. Maintenant, pour le constituer, vous avez dit que tout pays, avec sa volonté politique, peut en avoir. Les pays émergents, les pays en voie d'émergence, comment finalement font-ils pour pouvoir véritablement en constituer quand on sait que les pays en voie d'émergence sont tributaires d'endettement? Mais vous savez que je vais certainement vous surprendre, et cela va certainement vous surprendre également, les fonds souverains d'investissement ont été créés à partir des pays émergents. Vous savez, le premier fonds souverain d'investissement est né au Koweït en 1953. Je parle bien de 1953. Ensuite, vous avez eu des fonds d'investissement qui sont nés dans les années donc, 1990 en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Tout ça, ce sont des pays émergents. Ensuite, vous avez le premier fonds d'investissement, par exemple, en Afrique, est né donc en 1994 au Botswana. Oui, on parle donc de pays émergents. Le premier fonds d'investissement qui est né dans un pays industrialisé, notamment donc en Europe, c'est en 1990. Oui, c'est tout récent, tout cela. Donc, l'idée même de la création de fonds souverains d'investissement est venue des pays émergents. Parce que ces pays-là se sont dit à un moment donné, aujourd'hui, nous avons des excédents donc, de revenus sur, par exemple, nos rentes pétrolières, sur nos produits gaziers, ou même sur nos exportations de produits agricoles. Il est préférable d'avoir un fonds qui va donc destiné à investir donc, ces excédents donc, de revenus dans des actifs étrangers, pour pouvoir donc diversifier nous-mêmes notre politique d'investissement local, afin que demain, si nous avons besoin de revenus pour pouvoir soutenir notre économie, ces fonds-là sont là. Si nous avons besoin de laisser donc à la génération à venir des revenus, ces fonds-là sont également là. Donc il est important de pouvoir donc le faire. C'est pour cela que un certain nombre de pays, notamment disposant des ressources ou qui ont eu donc cette forte volonté politique de le faire, l'ont fait à un moment donné dans, j'allais dire, dans l'histoire donc de leur pays. Et quand ces pays sont, par exemple, comme les nôtres, hein, les pays en voie d'émergence, comment se comporter, surtout lorsqu'on a cette crise de Covid-19 qui dure depuis un an? Non, vous savez, la crise de Covid, justement, si vous avez un fonds d'investissement, donc un fonds souverain d'investissement, vous aurez pu, avec donc à l'occasion de cette crise de Covid, utiliser donc ce fonds, par exemple, un fonds de stabilisation pour soutenir donc l'économie nationale. Je vous donne un exemple. L'État a débloqué près de 1700 milliards de revenus, de fonds pour pouvoir soutenir les entreprises. Mais d'où sont sortis ces fonds? Ces fonds sont sortis du budget de l'État. À supposer que l'État de Côte d'Ivoire, bien évidemment, ait eu un fonds souverain d'investissement, mais il aurait été facile, beaucoup plus facile pour l'État de ponctionner donc, ce fonds-là pour venir donc, soutenir l'économie nationale. Vous voyez? Et donc c'est pour ça qu'il est important pour tout pays qui peut générer donc, des excédents de revenus dans la gestion donc, de ses activités économiques, de disposer d'un fonds souverain d'investissement. Dans cet état de fait en même temps, on sait que sous nos cieux, on a plusieurs secteurs qui ne sont pas forcément, on va dire, au top niveau de leur performance du fait de déficit budgétaire qui doit être injecté pour pouvoir vraiment se mettre à niveau. Quand on a ces problématiques-là qui sont béantes, comment on se permet de créer un fonds souverain? La problématique est une gestion courante, j'allais dire, de vos activités économiques. C'est une gestion courante, notamment de la gestion donc, de l'État.
voyez. Et lorsque vous êtes un État et que vous êtes appelé donc à gérer vos activités économiques donc, de manière donc, quotidienne, l'objectif c'est quoi? Votre objectif c'est toujours de dégager un excédent de revenus. Un État, pour moi, fonctionne comme une société. L'État doit être rentable. C'est vrai que l'État a un certain nombre d'engagements financiers ici et là, notamment les engagements sociaux qui ne sont pas donc producteurs donc, de revenus. C'est pour cela qu'à un moment donné, lorsque vous créez un fonds souverain d'investissement, parce que vous arrivez donc à dégager des excédents de revenus, par exemple, si vous créez un fonds de développement, vous allez être obligé donc d'investir dans tous les projets socio-économiques ou industriels donc, du pays. Et avec, le but c'est quoi? C'est de stimuler notamment la croissance du PIB à l'intérieur donc, du pays. Plus vous stimulez la croissance du PIB à l'intérieur du pays, plus vous créez donc de la richesse. Donc il est important pour moi, pour un État, de pouvoir donc disposer d'un fonds souverain d'investissement quand cela est possible, quand la volonté politique évidemment y est, quand on n'est pas, j'allais dire, comment on appelle, impliqué dans un certain nombre de problématiques qui font qu'on n'a pas donc cette vision nécessaire, ce recul nécessaire pour pouvoir prendre donc ce type de décision. Mais il est important pour moi, pour un État qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut vraiment laisser quelque chose pour les générations futures, d'avoir donc ce fonds souverain d'investissement. Et ça serait une belle réponse pour ces générations futures-là, pour le soutien de ces générations futures. Effectivement, effectivement, parce que ça permet donc de mettre de l'épargne. C'est comme vous, par exemple, quand vous épargnez, vous avez un portefeuille d'investissement et que vous décidez donc notamment d'accroître votre portefeuille d'investissement en épargnant de manière quotidienne, qu'est-ce que vous laissez à votre postérité? Vous léguez à vos enfants un portefeuille d'investissement à un moment donné où vous réalisez donc des projets futurs pour lesquels vous avez déjà fixé en amont des objectifs financiers. C'est la même chose pour l'État. L'État se dit, moi j'ai des objectifs précis financiers que je veux donc atteindre. Je veux par exemple financer tel secteur demain, notamment dans mon plan donc, quinquennal de développement. Qu'est-ce que je fais? Je commence aujourd'hui à mettre de l'argent de côté. Je commence aujourd'hui à faire des investissements sur des actifs étrangers qui vont être donc productifs. Et à partir donc des revenus que je vais tirer de tous ces investissements-là, je pourrai donc financer tous ces projets socio-économiques ou tous ces projets industriels à l'intérieur de mon pays et stimuler donc la croissance du PIB. Alors, Monsieur Abine Noguès, ma question qui arrive là, elle a deux volets et puis on va la circonscrire à notre univers ici national. Vous nous avez expliqué que la constitution d'un fonds souverain émane des excédents des matières premières naturellement. Ici, que l'on pourrait avoir. Ici, en Côte d'Ivoire, on est premier producteur de beaucoup de choses. Hein, donc, c'est sûr qu'on pourrait obtenir des excédents. Alors, quel levier donc dispose notre pays pour pouvoir véritablement constituer ce fonds souverain? Et est-ce que notre pays est doté d'un fonds souverain? Je commencerai par répondre par la seconde question. La Côte d'Ivoire n'est pas dotée de fonds souverains d'investissement. Je pense que quand je regarde la politique libérale du pays, quand je regarde un peu toutes les actions qui sont menées dans les différents secteurs dont vous avez parlé, notamment le secteur des matières premières, je pense que la Côte d'Ivoire va être obligée ou bien va finir par se doter d'un fonds souverain d'investissement. C'est quelque chose qui va s'imposer même à la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas avoir de fonds souverain d'investissement, compte tenu de tous les engagements, de tous les enjeux, je veux dire, voilà, tous les enjeux justement pour lesquels la Côte d'Ivoire doit répondre présente pour le développement donc, du pays, pour le devenir donc, du pays, pour d'ailleurs même son rôle de premier acteur économique, j'allais dire, dans la zone UEMOA, il est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire de se doter d'un fonds souverain d'investissement. Et justement, toutes ces matières premières pour lesquelles nous sommes premiers de ceci, premiers de cela, peuvent permettre donc à la Côte d'Ivoire, à partir donc de ponctions qui seraient faites sur ces matières premières ou à partir donc des excédents qui pourraient dégager, notamment de toutes les activités économiques de l'État, de pouvoir donc se doter d'un fonds souverain d'investissement. L'on évoque généralement le libellé des devises étrangères lorsqu'on parle de fonds souverains. Le pourquoi? C'est tout simplement parce que le dollar reste la monnaie forte. Donc la plupart des fonds souverains d'investissement, quand on parle de ces fonds souverains d'investissement, on les exprime en dollars. Par exemple, quand on vous dit que les actifs gérés par tel fonds souverain d'investissement est exprimé donc en dollars, ne soyez pas surpris, c'est tout simplement parce que le dollar est la monnaie de référence et la monnaie donc de l'économie mondiale. C'est pour cela qu'on parle notamment donc de devises étrangères lorsqu'on parle des fonds souverains d'investissement. Et d'ailleurs, il y a dans la constitution des fonds souverains d'investissement, vous pouvez constituer un fonds souverain d'investissement uniquement pour gérer vos réserves de change. Voyez? Et si vous gérez vos réserves de change, vous gérez donc la capacité donc, du pays à se protéger de toutes les fluctuations, notamment donc, du change à l'international. Et cela, c'est également très intéressant pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui vend donc en devises étrangères et qui ensuite fait revenir le fonds en monnaie donc, locale.
Très bien, justement, on allait prolonger la réflexion sur ces transactions de devises. On a plusieurs matières premières en Côte d'Ivoire. On va peut-être s'intéresser au binôme café-cacao qui pourrait être, on va dire, le fleuron d'une manne conséquente de fonds pour pouvoir constituer le fonds d'investissement. Je reviens sur une question que j'avais posée. Quels sont les leviers véritablement dont la Côte d'Ivoire pourrait disposer pour pouvoir constituer ce fonds-là? Il faut repenser la fixation des prix au niveau international? Non, ce n'est pas vous qui fixez les prix au niveau international. Au niveau international, les prix sont actés par l'offre et la demande. Vous voyez, l'offre et la demande donc, vous permet donc d'avoir un prix à l'international et c'est sur ce prix-là que vous allez donc faire toutes vos opérations à l'international. Mais effectivement, le binôme dont vous avez parlé, café, cacao, et même si on y ajoute de l'arcade et d'autres produits encore de matières premières que la Côte d'Ivoire, donc, j'allais dire, réalise ou met sur le marché international, je pense qu'à partir de tous ces produits-là, si l'État prend la décision d'avoir donc des petites ponctions, ne serait-ce que de 10 francs CFA par gramme ou par kilogramme, je ne sais pas comment cela peut marcher, l'État peut, à partir de tous ces revenus-là, constituer un fonds souverain d'investissement. Mais comme je l'ai dit, c'est une volonté politique qui permet de mettre en place un fonds souverain d'investissement. Si l'État estime qu'aujourd'hui, en 2021, la Côte d'Ivoire doit se doter d'un fonds souverain d'investissement, la Côte d'Ivoire se dotera d'un fonds souverain d'investissement. Je vous rappelle que le Sénégal s'est doté d'un fonds souverain d'investissement il n'y a pas très longtemps, je crois que ça doit remonter à 5-6 ans, et un pays comme la Côte d'Ivoire peut aussi se doter d'un fonds souverain d'investissement. Et comme vous le dites, on sera à un moment obligé bien de se doter d'un fonds souverain. Oui. Alors, c'est un fonds qui est constitué, on l'a dit, avec les revenus de ce que nous avons ici comme matière première, recettes douanières aussi, on prend un peu partout. Lorsqu'on constitue ce fonds, on l'injecte dans un seul objectif ou on peut se permettre de régler tous nos problèmes que nous avons? Non, on ne peut pas régler tous nos problèmes, ça c'est évident, mais au moins on peut régler un certain nombre de problèmes. Il faut comprendre que quand on crée donc le fonds souverain d'investissement, l'idée d'abord c'est d'investir sur des actifs étrangers pour pouvoir donc générer des revenus émanant donc de tous ces actifs étrangers. Donc, lorsque vous avez tous ces revenus-là entre les mains, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'idée, c'est quoi? La première des choses, notamment sur le plan donc, national, c'est toujours de stabiliser l'économie. Et c'est important, de stimuler la croissance pour créer donc de la richesse donc, dans le pays. Vous voyez, ça c'est très important. Et ensuite, l'idée aussi qui vient par derrière, c'est de réaliser ce que j'appelle l'épargne intergénérationnelle. Donc mettre des revenus stables de côté pour les générations dans à venir. Comme je vous ai dit, la seule entité capable de pouvoir mettre en place ce fonds souverain d'investissement, c'est l'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'État. Si l'État aujourd'hui de Côte d'Ivoire décide donc de le faire, l'État le fera. Ben, l'État le fera à partir, bien évidemment, d'études qui seraient donc faites pour comprendre d'où les revenus donc, pourraient sortir, pour comprendre comment l'État peut gérer notamment la vente de toutes ces matières premières et donc en tirer donc, une partie pour pouvoir donc, constituer son fonds souverain d'investissement. Il appartient donc vraiment à l'État de travailler sur tout cela donc, en amont afin donc, d'arriver à la constitution véritable d'un fonds souverain d'investissement. D'accord. Alors, ce fonds, il est investi au niveau étranger dans plusieurs secteurs pour pouvoir, bien sûr, avoir des revenus là-dessus qui nous permettent de pouvoir fonctionner et solutionner des problèmes. J'ai envie de vous poser la question de savoir quel est finalement le rôle de la BCEAO dans la constitution de ces fonds-là quant à leur fonctionnement. Vous avez parlé du Sénégal qui a son fonds. La Côte d'Ivoire pourrait s'en doter. Tous les autres pays de l'UEMOA. Dans ce cas-là, comment réguler finalement l'activité économique, parce que c'est clair que ça va créer de l'activité. Oui, il y a un élément qu'il faut savoir. Le fonds souverain d'investissement n'est pas constitué pour investir de manière directe dans le pays. Parce que si vous investissez de manière directe dans le pays avec toutes les ressources importantes que vous détenez, vous allez étouffer l'économie. Oui. Vous allez vraiment étouffer l'économie. Donc c'est pour cela que le fonds souverain d'investissement est fait pour investir sur des actifs étrangers. Et ce sont les revenus de ces actifs étrangers qui peuvent donc, être utilisés pour à travers donc, ce qu'on appellerait donc, la partie donc, du développement de ce fonds, pour soutenir donc, tous les projets socio-économiques et industriels donc, du pays et créer donc, de la croissance dans le pays. Mais il va sans dire que les projets sur lesquels ce fonds devrait donc investir sont nombreux dans nos pays. Nous sommes des pays donc, en voie de développement. Nous avons donc, une panoplie d'éléments qu'on veut absolument donc, satisfaire.
À côté de cela, vous avez surtout des projets sociaux par rapport auxquels vous ne pouvez pas donc vous soustraire. Et donc, il est important, il va falloir donc procéder donc à un arbitrage à un moment donné et savoir qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, j'allais dire à un moment précis, entre investissement donc notamment dans les projets socio-économiques pour tirer donc de la croissance ou investissement dans les projets sociaux. Tout cela, c'est la politique économique de l'État qui le détermine. Alors, vous parlez de politique économique de l'État. Moi, j'ai envie d'entrer dans nos salons, dans nos différents quartiers et tout. Comment est-ce que l'Ivoirien lambda ou comment les populations pourraient se sentir concernées par la constitution de ce fonds souverain, vu qu'on parle de génération future et tout? En fait, il s'agit de quoi? On parle de l'avenir quand on parle de fonds souverain d'investissement. Bien sûr. Donc, que vous soyez n'importe où dans le pays, alors vous êtes touché à un moment donné par la constitution de fonds souverains d'investissement. Il ne faut pas oublier, lorsque ce fonds est créé et qu'il est investi notamment dans tous ces projets et qu'on crée de la richesse dans le pays, cette richesse, vous en bénéficiez à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand ce fonds également met de l'argent de côté pour toutes les générations donc, à venir, il ne faut pas oublier que cet argent-là, demain, peut servir pour notamment financer un certain nombre de projets de jeunes, un certain nombre de projets donc, importants dans le pays. Et tout cela va venir donc, soutenir l'économie, soutenir le développement donc, de l'économie, créer de la richesse. Et vous et moi, en tant que particulier, en tant que donc, ménage, nous allons donc en profiter d'une façon ou d'une autre. Pour ainsi dire, ces fonds sont des placements d'actifs pour d'autres pays. Un pays peut être actionnaire d'un autre pays. C'est vrai que c'est imagé, parce qu'avec le fonds coïtien, par exemple, on a eu ces investissements-là auprès, ou bien c'est pas des dons, mais en tout cas, ces octrois de fonds pour satisfaire aux objectifs du développement, OMD, notamment au niveau de l'environnement. Oui. Finalement, c'est des fonds sociaux aussi. Ça peut constituer des fonds sociaux. Ça, c'est un autre type de fonds. C'est un autre type de fonds. Ce sont des revenus à un moment donné qu'un État dégage pour le mettre donc, à la disposition d'un autre État de manière donc, gratuite, en répondant à ce que j'appelle donc, aux objectifs donc, du millénaire donc, du développement. Mais les fonds souverains d'investissement, ce qui est important, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on investit dans les actifs étrangers, le drame, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au-delà même de la simple logique commerciale, certains pays l'utilisent comme des armes politiques pour pouvoir donc investir dans les grandes sociétés, dans les secteurs donc, stratégiques d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à en contrôler l'économie. C'est pour cela que d'ailleurs, en 2008, le FMI a mis en place donc, une certaine gouvernance dans la gestion donc, de ces fonds pour ne pas qu'on en arrive à ces solutions donc, extrêmes. Je suis la Côte d'Ivoire. J'estime que j'ai des moyens donc importants. J'investis dans un autre pays de la sous-région. J'investis dans toutes les grandes entreprises de ce pays-là. J'investis dans les secteurs stratégiques donc, de ce pays-là. Mais à la fin de la journée, si j'ai fait tout ça, je vais contrôler l'économie de ce pays. Voyez? Mais aujourd'hui, lorsque vous commencez à investir dans les actifs étrangers, le FMI vous demande de déclarer exactement ce que vous êtes en train de faire. Il faut qu'il y ait à ce niveau-là de la transparence dans vos investissements pour qu'on sache exactement ce que vous êtes en train de faire et exactement où vous allez. Pour ne pas que demain, vous en arriviez donc à contrôler, j'allais dire, l'économie d'un autre pays. Et ce qui serait primordial pour nos pays, c'est seulement de se doter d'un fonds souverain. Ce qui serait primordial pour nos pays, c'est de se doter d'un fonds souverain. Ça, je le pense fortement. Je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire aurait pu, déjà depuis longtemps, se doter d'un fonds souverain d'investissement. On a entendu ici et là. Mais là aussi, j'ai une réflexion là-dessus qui m'amène donc à me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire aurait pu se doter d'un fonds souverain d'investissement? Ça, c'est la question, parce qu'on a entendu dire qu'on avait des mannes importantes dans le domaine du café et cacao, mais est-ce qu'en ce moment précis, on aurait pu le faire? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, en tenant compte de la situation donc, économique mondiale, la Côte d'Ivoire peut se doter d'un fonds souverain d'investissement? C'est également une autre question. Je pense que l'État seul peut nous dire si oui ou non la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui se doter d'un fonds souverain d'investissement. Mais ce que j'appelle, moi, de tous mes voeux, c'est que le pays puisse le faire, notamment pour les générations futures, notamment pour disposer donc de ressources importantes à un moment donné, lorsqu'il y a des problèmes dans le pays, pour stabiliser l'économie et relancer donc les activités économiques et repartir donc de l'avant. C'est sûr que c'est une aubaine de pouvoir disposer de ce fonds-là, mais en même temps, comment se comporter vis-à-vis des conventions anciennes qu'on a pu établir avec des anciennes colonies ou de nouveaux partenaires étrangers, quand on sait que les investissements se font de part et d'autre? Non, cela n'a rien à voir.
Cela n'a vraiment rien à voir, ça ne remet pas en cause toutes les conventions que vous avez pu signer ici et là dans le domaine, donc, j'allais dire, de vos activités, vos différentes activités économiques. C'est un fonds que vous dites, comme un particulier qui décide aujourd'hui d'avoir un portefeuille d'investissement. Ce n'est pas parce que vous avez un portefeuille d'investissement que vous aviez donc, j'allais dire, en amont une dette avec la banque, que cela devrait remettre dans votre dette vis-à-vis donc de la banque. Pas du tout, vous voyez. Donc vous décidez de créer un portefeuille d'investissement, vous le faites en âme et conscience en fonction des revenus que vous avez à un moment donné. Bien au contraire, en créant ce portefeuille d'investissement, vous allez dégager des revenus qui vont vous permettre même de plonger votre dette. De vous affranchir. Voilà, de vous affranchir donc de cette dette. Donc il est important, encore une fois, comme vous-même vous l'avez démontré, il est bon de détenir donc ces fonds-là pour pouvoir générer donc des actifs importants pour le pays. On s'y met les yeux fermés? On ne s'y met pas les yeux fermés. Il va falloir évidemment qu'une étude soit faite pour voir donc la rentabilité probable de ce fonds d'investissement. Et à partir donc de cette étude qui sera faite, commandée par l'État, faite par l'État, et à partir de ce moment-là, l'État aura donc tous les outils entre les mains pour pouvoir prendre une véritable décision en ce qui concerne donc la Constitution. Vous avez parlé de l'État, j'ai envie de personnifier l'analyse. Est-ce que nous avons les compétences ici en ressources humaines pour pouvoir constituer, gérer, déjà faire l'étude, constituer et gérer ce fonds? Oui, bien évidemment. La Côte d'Ivoire est dotée donc de compétences très pointues dans tous les domaines d'activité. En tout cas, c'est très important. Petit clin d'œil à toute l'actualité qui se passe actuellement dans notre pays. Merci infiniment, Monsieur Guy Abinogues, pour votre contribution sur cette constitution de fonds souverains d'investissement. Et rappelez-vous que tout a démarré ici sur le plateau de Matin Bonheur. Voilà, allez, nous, c'est déjà la fin de cette émission. On va vous dire merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à tous nos consultants. Et puis, Alix, on se retrouve demain. Oui, avec toujours le sourire et le même bonheur. Allez, belle journée à vous.